Bonjour Bérénice Bejo et Jean Dujardin, merci d'être avec nous. Vous êtes tous les deux à l'affiche du nouveau film de Michel Hazanavicius, The Artist, un film muet, en noir et blanc, qui se passe dans les années 20 et qui est réussi, je tiens à le dire tout de suite, on va en parler. On fait une interview, donc on ne va pas rester muet. En revanche, on peut passer en noir et blanc. Est-ce que l'idée vous séduit? Bien sûr, ça me séduit. Très bien, absolument. Ok, donc magie du cinéma et de la télé. Noir et blanc. Voilà, c'est fait. Comment Michel vous a présenté le projet à tous les deux? Tu veux commencer? Non, vas-y, commence. Je crois que la première fois qu'il m'en a parlé, moi, ça devait être sur le tournage de OSS 2. Ouais. C'était encore une idée, comme ça planait. Je me dis, t'es complètement fou. Mais il me dit... C'est-à-dire qu'il t'a dit, on va faire un film Il me dit, non, même pas. Il me dit, j'aimerais bien faire un jour un film muet, noir et blanc. J'ai ce fantasme-là depuis 10 ans. Et je sens que c'est pas une blague, c'est pas de la frime, c'est une envie, une vraie envie. Et puis il est venu 3 ans après, 3-4 ans après, avec cette idée-là, en disant, voilà, en te donnant le scénar, en te disant, voilà, un peu penaud, tu te fous pas de moi, parce que c'est pas vraiment une comédie, c'est une histoire d'amour, mais il y a de la comédie, mais il y a... Voilà, c'est la première fois aussi qu'il se lançait aussi dans ce genre d'écriture. Et voilà, en me disant, qu'est-ce que t'en penses? Et puis je suis parti avec dans l'avion, j'ai lu et je l'ai rappelé. Je lui ai dit, c'est Je fonce. Ouais. Bérénice? Alors, moi, je crois que c'était sur OSS 1. Tiens donc. Ouais, en même temps qu'il nous a parlé d'un autre projet. Ouais. Et pareil, j'ai eu la même réaction que toi, complètement fou. C'est vrai que je trouve que c'est extrêmement casse-gueule quand même. C'est vrai que, voilà, on va voir Bérénice Bejo, Jean Dujardin, dans un film muet, noir et blanc, et au bout de 4 minutes, on oublie tout ça. On est dans le film avec vous. Et le montage est très rapide. Ouais, enfin, c'est la musique, tout est vraiment, c'est moderne. C'est pas un film des années 20. Parce que souvent, moi, les gens me disent, mais c'est muet. Le noir et blanc, noir et blanc. Il n'y a pas un mot. C'est rassure-moi, je vais m'emmerder ou pas. En fait, c'est ça que ça veut dire. Et on s'emmerde pas une seule seconde. Et en fait, non. C'est la fin du cinéma muet, c'est le début du parlant. Toi, tu es une star du muet. Tout petit chou sur le déclin parce que justement le parlant arrive. Et puis Bérénice, tu joues le rôle d'une jeune starlette que tu aides au début d'ailleurs. C'est un peu ces deux destins croisés. Oui, on a l'impression qu'il y en a un qui est un peu l'ange gardien de l'autre. Enfin, au départ, on pense que c'est l'un. Et puis en fait, les deux se croisent comme ça et sans arrêt. Sinon, ils se croisent dans l'histoire. Les deux s'aident. Continuellement jusqu'à ce qu'ils se trouvent vraiment, quoi. Il y a une histoire d'amour naissante entre les deux. Ils s'embrassent pas sur la bouche. Voilà, non. Non, c'est vrai. Ils se Au début, ils s'embrassaient, tu te souviens. Et puis, c'est vrai qu'on en parlait à Michel. Je crois que c'est toi le premier. Mais parce qu'il n'y a pas ça dans les années 20 non plus. Quand on regarde les films de l'époque, il n'y a pas vraiment ça. C'est plus. Mais je crois qu'il y a un fantasme. C'est le couple fantasmé. Il y avait des pornos dans les années 20. Ah oui, ça oui, il y a eu des pornos. Oui, mais c'est autre chose. Oui, avant le. Non, mais il y a eu des trucs un peu coquins. Genre, ça y allait un petit peu quand même aussi. Je crois que c'est le prochain projet de Michel. On va pas parler. Bonjour Michel Hazanavicius et merci d'être avec nous, réalisateur de The Artist, l'artiste. Alors c'est vrai que tu racontes dans cette histoire finalement la fin d'une ère, qui est le cinéma muet, incarné par Jean Dujardin, et la naissance, l'avènement du cinéma parlant, incarné par Bérénice Bejo, jeune starlette qui commence. C'était aussi une façon, voilà, de faire le passage de flambeau entre ces deux cinémas. La vraie envie, c'est de me faire plaisir au départ, et de me faire plaisir dans un format. Pas un genre, un format qui est le format muet et noir et blanc aussi. Parce que c'est le cinéma que tu aimes, c'est le cinéma qui... C'est un des cinémas que j'aime, c'est aussi un des cinémas qui est fondateur, pour moi, des très grands cinéastes. Enfin, John Ford, Hitchcock, Fritz Lang, Lubitsch, enfin, il y en a plein qui viennent de cette école-là. Et moi, je bénéficie de 90 ans de sophistication dans la narration, dans la réalisation, des effets spéciaux, des trucs et des machins. Donc je fais un peu un truc d'escroc. Je fais comme si c'était vieux, mais en fait, c'est pas du tout vieux. Aussi étrange que ça puisse paraître, pour moi, c'est un film populaire. Dans le sens... divertissant et tourné vers le public, c'est pas autre chose. Et puis j'aimais bien le thème quand même d'un mec qui à un moment donné, tout en haut, la vie lui explique que la vie fait que le mec est dépassé, quoi. Je trouve que ça, pour le coup, je trouve que c'est un thème qui me touche, quoi. Parce qu'elle partage ta vie, Bérénice. Vous en êtes beaucoup parlé aussi au quotidien, ce film-là. Ce personnage-là, je l'ai écrit pour elle. Et elle incarne ça vachement bien. Et elle a, je trouve, une personnalité et quelque chose qui transparaît d'elle que j'avais jamais vu au cinéma. Elle est radieuse, elle est lumineuse. En plus d'être un soutien, vraiment, parce que ça a été compliqué quand même de le faire. Elle s'est complètement immergée, complètement plongée là-dedans. Elle est relativement incollable sur le cinéma de cette époque. C'est l'un des plus beaux hommages au 7e art que j'ai vu depuis des années. Et c'est vrai qu'en cela, le film est magnifique. C'est vrai qu'il y a des gueules. John Goodman, pour pas le citer, qui joue le rôle du producteur. Et puis, évidemment, cet acteur que j'adore, James Cromwell, qui joue le rôle de ton chauffeur, mais aussi plus que ça d'ailleurs, puisque qui t'accompagne même
quand ça va mal, il est là. Ça aussi, c'est des gueules formidables. C'est étonnant quand Michel te dit bon, il y a sûrement Goodman qui va venir. Goodman, John Goodman. Ouais. Il l'a lu et il l'a dit en 7 minutes. Il a dit je le fais. Il dit ce projet-là, je l'ai jamais vu. Je veux en être. Je viens. Et en revanche, ce qui est drôle, c'est que Cromwell, il est resté 2 heures avec Michel en disant pourquoi moi, c'est quoi l'histoire, pourquoi vous me choisissez, qu'est-ce que tu vois, c'était pas du tout les mêmes, mais c'était formidable. Ils sont venus dans l'histoire parce que, mais comme nous d'ailleurs, parce que c'est un objet qu'il fallait faire de toute façon. Quoi. Dans une carrière, t'imagines, ça sera peut-être. Ou alors à moins qu'on relance le cinéma muet. Oui, à moins qu'on relance. C'est ça. À moins qu'il y ait une nouvelle vague du cinéma muet. Moi, une fois que Michel m'en a parlé, on est allé à la Cinémathèque voir l'horreur de Murnau, on a vu La Foule, City Girl, on a vu les choses. Je me suis rendu compte que ça se racontait très très bien finalement. Il n'y avait pas besoin de faire des grimaces, quoi. C'est que finalement, il y a quelque chose de très intime dans le corps qui passe très très bien. En fait, je trouve que d'enlever la parole fait que le spectateur se concentre sur l'image et sur les personnages et sur les émotions. Et il y a un rapport très sensuel entre le spectateur et l'histoire. Du coup, on développe vraiment autre chose en tant que comédien, tout d'un coup, pendant 1 mois et demi, 2 mois de tournage. Et moi, j'ai le sentiment que je l'ai toujours plus ou moins fait, en fait, dans mes films. Ça partait sûrement de complexe au départ. C'est quand tu sens que t'es pas assez épais, que t'as pas assez d'émotions, que t'as pas assez travaillé, enfin, que t'as pas de référence, en tout cas, de passif de jeu, tu compenses par le corps. Donc, j'ai l'impression que je l'ai fait un peu dans Brice, dans OSS. J'ai toujours travaillé là-dedans. Donc, finalement, moi, je me sentais assez bien. Oui, à ta place, quoi. Oui, je me sentais assez à ma place. Enfin, ça m'a pas dérangé. Ça crée un lien privilégié, justement, c'est vrai, avec le spectateur. Mais même dans votre jeu, vous aussi, hein, parce qu'on n'a pas le texte, finalement. Bah, on a le corps, en fait. Et donc, c'est beaucoup plus charnel. Moi, ça m'a pas du tout gêné de pas avoir la parole. Moi, je travaillais pas beaucoup sur le texte au départ, avant d'arriver sur le plateau. Alors que Jean travaille énormément sur le texte. Enfin, moi, j'ai beaucoup appris sur OSS la manière qu'il a de réciter le texte et de rentrer dans le personnage avec le texte. Moi, je travaille beaucoup sur le personnage et sur l'histoire avant. D'abord. Ouais. Et j'ai regardé, je sais pas combien d'essais, de clins d'œil de Marlène Dietrich sur Internet pour voir comment elle clignait de l'œil, comment elle bougeait. J'ai regardé Joan Crawford danser quand elle était toute jeune pour voir comment physiquement ces actrices bougeaient et pour essayer de l'intégrer. Ce qui a été déterminant, pour tous les deux aussi, je pense que ça a été les essais-lumière aussi. C'est que d'un coup, tu te dis, mais comment ça va prendre ces 22 images secondes, comment on fait pour bouger? Est-ce qu'on accélère? Est-ce qu'on ralentit un peu le geste? Et finalement, une fois qu'on a vu ça, c'est tellement hypnotique, finalement, le on était rassurés. J'avais l'impression d'être comme un môme qui regarde Teletubbies. Tu sais, tu regardes ça et tu fais, c'est incroyable, ça marche, en fait. Je m'ennuie pas du tout, ça se raconte très bien, quoi. Alors, noir et blanc, muet, mais vous parlez. C'est-à-dire qu'il y a des panneaux, mais on voit, voilà, il y a le labial, comme on dit. Hein. Il y a une scène où Jean a improvisé du yaourt pendant 10 minutes. Et il n'y a que nous, les Français, qui pleurions de rire. Pour tous ceux qui nous regardent, le yaourt, c'est du n'importe quoi. C'est vraiment... Oui, il fallait que je sois en mitraillette comme ça, donc forcément... On pense à Chaplin et Keaton aussi, c'est vrai, quand on regarde le film. On y pense et puis on l'oublie. C'est ça. Michel, il nous a dit, vous oubliez ça. La référence est trop forte. Moi, en ce qui me concerne, on commence le film dans le film, donc j'ai regardé beaucoup de films de Fairbanks. Douglas Fairbanks, qui est très cabot. Et dès qu'il y a une marche, il peut pas s'empêcher de sauter, de faire des bonds, etc. Donc ça, c'est intéressant d'avoir les deux jeux, en fait. D'avoir le jeu un peu too much, et puis après de revenir à l'histoire de Georges Valentin. C'est un peu les feux de la rampe, quoi. Il y a de ça aussi, quoi. Il y a du Chaplin. Je sais bien que la référence est... C'est son acteur préféré, réalisateur préféré. Quand on aime le cinéma... Et puis il y a un petit chien. En plus, il y a le petit chien. Il y a le fameux petit chien, avec lequel tu as des rapports. Il y a énormément de scènes, je trouve, magnifiques, moi, qui m'ont vraiment bouleversé et scotché. La scène où tu rentres dans la loge de Jean où il n'est pas là et tu joues avec le porte-manteau et le manteau, que je trouve magnifique, mais vraiment... C'était une scène où, en fait, je m'empare du costume de Jean et je fais vivre le costume. Qui me faisait peur parce que d'abord c'est un plan séquence et puis il y a une petite référence à L'heure suprême de Borzage où à un moment donné Jeannette Gaynor, l'actrice, fait ça et donc je voulais m'en éloigner et trouver quelque chose à moi. Qui soit propre. Et en fait je l'ai trouvé sur le plateau, c'est-à-dire que à un moment donné je me mets une main aux fesses. Et je prends l'air offusqué. Et j'ai trouvé ça sur le plateau. Et ça fonctionne vachement bien. Et je trouve que du coup, je me dis, ah bah voilà, là c'est Pépi Miller. C'est moi, c'est ton personnage. D'ailleurs, j'en parle et j'ai la chair de poule. Tournage alors, en plus, aux États-Unis d'Amérique, à Hollywood, Los Angeles. Absolument. Ça sentait la Roumanie au départ. Et puis, finalement, merci Thomas Langman. Voilà, exactement. Merci le dernier Nabab. Thomas, très vite, il a dit il faut qu'on fasse au moins les extérieurs là-bas.
Après, moi, j'ai un peu poussé pour dire, bah, quand même, essayons de voir qu'est-ce que ça donne si on fait tout là-bas. Et du coup, on a fait tout là-bas. Et je pense vraiment que le film est... ça se voit, ça se voit, c'est sûr. Non, parce que vous êtes historiquement dans les studios de l'époque. C'est même pas que les studios. Il y a une scène dans une chambre à coucher. C'est le lit de Mary Pickford, dans la maison de Mary Pickford, donc qui était la première grande vedette du muet aux États-Unis. Il y a la voiture, c'était la voiture de Cécile B2000. Enfin, on a plein de trucs comme ça, de choses qui nourrissent le film et qui nourrissent le film. Complètement, ouais. En plus, moi, je connaissais pas du tout pour le coup. Et alors là, c'est génial parce que tu es à la fois acteur dans un film aux États-Unis et en plus touriste. Dans les rues de là-bas, enfin Hollywood. Qu'est-ce que vous retenez aujourd'hui de cette expérience tous les deux? Une grande chance d'acteur, une grande chance de vie. Voilà, c'est un cadeau. Vraiment, c'est toujours un peu cliché, un peu débile de dire ça, mais vraiment un très beau cadeau, quoi. Et je m'en veux d'avoir douté, même un peu au départ, je fais une petite confidence, mais d'avoir douté, ne serait-ce qu'une matinée en disant Michel, je sais pas trop sur ce projet-là. Je lui ai refilé un herpès en 1 minute. Il a eu un truc à pousser. Il dit mais t'es fou, faut que tu le fasses, c'est à toi de le faire. J'ai dit mais bien sûr, et je m'en rends compte encore plus maintenant. Tu doutais parce que tu n'arrivais pas à voir la finalité. Jean, je pense quand même, Jean, je trouve ça classe que tu dises ça et très honnête de ta part d'avouer qu'à un moment donné, tu n'es plus douté. Moi, je suis sur le projet depuis le début, depuis les premiers mots. Et j'ai suivi Michel, j'ai lu les mêmes livres que lui, je suis allée voir les films, j'ai fait beaucoup de choses avec lui. Donc j'ai tout de suite compris où ça allait aller. Et Jean, quand il a lu le scénario, c'était tellement magnifique, je me rappellerai toujours du premier texto que tu as envoyé à Michel. Mais c'est normal d'avoir eu peur, parce que c'est tellement différent. Ça m'étonne d'ailleurs d'avoir pensé comme ça. J'ai pensé comme un autre, en fait. C'est que d'un coup, je me suis mis en retrait en disant qu'est-ce qu'on attend maintenant d'un film avec Jean Dujardin, c'est ce qui est complètement con, d'ailleurs. C'est suis tes envies, suis tes idées. Tu es au courant qu'il y a un petit festival tous les ans qui a lieu dans les Alpes-Maritimes, qui s'appelle le Festival de Cannes. Le film va être présenté là-bas. Je suis très heureux, très fier. Donc il va être vu tout de suite par le monde entier. Je suis en train de te mettre la pression. Je suis en train de te mettre les jetons. Ouais, j'ai peur, mais en même temps, en fait, j'ai pas peur, j'ai le trac. C'est vraiment le trac. Très excité et en même temps, envie d'avoir la réaction des gens, en plus, je suis sûr. Ouais, et puis c'est une salle. Moi, j'ai déjà été dans cette salle. Elle est à la fois super belle, très grande, beaucoup de monde et tout ça, et en même temps, elle est monstrueuse, quoi. C'est un peu Moby Dick, en fait, cette salle. Elle fait peur, on a envie d'y aller, mais elle est énorme, elle est trop grosse, quoi. Si ça cartonne, t'es pas à l'abri d'en faire un deuxième et de relancer le genre. Ça, c'est Jean qui disait ça. Tu vas voir, ça va repartir. Je suis moins sûr. J'adorerais, moi, je suis absolument régalé à le faire. Je suis à peu près sûr, de toute façon, que le prochain film, et celui d'après, se nourrira de ce passage-là que je suis tellement fier et content d'avoir fait, quoi. Merci. Merci beaucoup, Michel. Merci infiniment.